Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, le Tour de France est fini, mais c'est pas pour ça qu'on ne continue pas de parler du Tour de France. Avec une affaire qui qu'on n'aime pas voir, bien entendu, les affaires de présomption de dopage ou de dopage. On va revenir sur l'affaire, alors je sais pas comment l'appeler, l'affaire Quintana, l'affaire Arkea Samsic. C'est dans l'équipe Arkea Samsic, mais c'est pas du dopage organisé, je reviendrai là-dessus. C'est l'enquête Quintana, mais pour l'instant, on sait pas vraiment si les frères Quintana sont impliqués dedans. Est-ce que j'appelle ça l'affaire des Colombiens de l'Arkea Samsic? Je sais pas quel sera le titre de la vidéo. Surtout que là, nous sommes le 22 septembre et je pense que cette vidéo va être publiée demain. Parce que ce soir, il y aura la remise des prix du Tour de France 2020. On va revenir déjà en premier sur l'affaire. Je vais donner mon avis dans cette vidéo. C'est mon avis sur l'affaire. Donc je vais déjà revenir sur l'affaire, mais ensuite je vais donner mon avis. Voilà, pour pas qu'on m'emmerde comme sur l'affaire Clémence Calvin. Si les gens n'ont pas aimé la vidéo de Clémence Calvin, ils n'aimeront pas non plus celle-là, je pense. Donc l'affaire Arkea Samsic, retour sur l'affaire, c'est une enquête préliminaire pour le moment, ça c'est important, on va utiliser plein de termes juridiques, il y a beaucoup de gens qui maîtrisent pas trop les termes juridiques, donc c'est pour ça que dans les articles en plus, c'est pas des articles faits par des spécialistes des affaires juridiques, mais des spécialistes de sport, donc des fois au niveau des termes, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours bien d'expliquer, donc une enquête préliminaire. Dès qu'on a des soupçons de quelque chose, on peut ordonner une enquête préliminaire. Ça ne veut pas dire que derrière, il y aura une mise en examen. Voilà, des fois, il ne se passe absolument rien après une enquête préliminaire. Donc là, c'est une enquête préliminaire. Après qu'on ait fait des perquisitions mercredi dernier. Ça avait été annoncé dans le journal du dimanche, ça a été confirmé par l'équipe Arkea Samsic qu'il y avait eu des perquisitions dans leur hôtel mercredi, lors de la 3e semaine du Tour de France, donc avant l'étape du col de la Lauze, l'étape numéro 17, où en passant, Quintana avait perdu pas mal de temps. Cette affaire concernerait les frères Quintana. Pour le moment, nous avons 2 gardes à vue, le médecin personnel, Freddy Abella, et le kiné, Michael Otero, qui ne sont pas salariés de l'équipe Arkea Samsic, qui sont salariés par Nero Quintana. C'est important de signaler. Ils sont en garde à vue. Garde à vue ne veut pas dire que derrière, il y aura mise en examen. Là aussi, garde à vue, c'est parce qu'on veut avoir des informations supplémentaires sur tel ou tel fait, et surtout on ne veut pas qu'il contacte d'autres personnes, ce qui pourrait faire disparaître des preuves. Donc c'est pour ça qu'on les met en garde à vue. Voilà, c'est important de le signaler également. Toute l'enquête donc est gérée par le parquet de Marseille. C'est une enquête qui n'est pas menée par l'Agence française antidopage, ni par les douanes françaises. C'est une enquête menée par... Là, il fallait que je note. L'OCALAESP, qui est l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Il faut savoir, donc Freddy Abella et Michael Otero sont en ce moment interrogés par des enquêteurs de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique en ce moment même. Mais toute l'affaire, voilà, au-dessus, il y a le parquet de Marseille. Parquet de Marseille qui est assez connu sur les affaires de dopage. Il y a eu l'affaire Clémence Calvin, par exemple, qui a été gérée, qui est toujours gérée, même par le parquet de Marseille. Il y a eu les perquisitions qui avaient été réalisées par le parquet de Marseille dans l'affaire Clémence Calvin. L'affaire Rémi Di Gregorio, également en cyclisme, qui avait été gérée par le parquet de Marseille. Donc, c'est pas la première affaire de dopage ou de présomption de dopage qu'il gère. Quel est le motif d'accusation? Le motif d'accusation, c'est prescription à un sportif sans justification médicale de substances ou méthodes interdites dans le cadre d'une manifestation sportive, aide à l'utilisation, incitation à l'usage de substances ou méthodes interdites aux sportifs, transport et détention de substances ou méthodes interdites aux fins d'usage par un sportif sans justification médicale. Grosso modo, pour traduire tout ce terme un petit peu technique, il avait des médicaments ou par exemple des poches de sang ou tout ça sans prescription, c'est-à-dire admettons il avait de la ventoline qui n'était pas prescrite pour faire du sport. On ne sait pas s'il l'a utilisé, mais le fait d'en détenir, c'est déjà techniquement un délit. Le fait de détenir sans prescription de la ventoline ou ce genre de choses, c'est déjà un délit.
Donc voilà, il faut le rappeler. Pour le moment, ce n'est pas un contrôle antidopage fait sur le Tour de France, qu'il faut bien préciser, ou fait, alors sur le Dauphiné ça aurait pu être le cas, mais un contrôle antidopage, les résultats de l'échantillon A, le temps qu'ils arrivent, c'est au moins plus de 3 semaines, souvent un mois. Par exemple pour Ophélie Claude Boxberger, ça a mis un mois. Et c'était que l'échantillon A et pas l'échantillon B. L'échantillon B, ça met encore plus de temps, et puis ça dépend si on fait des contrôles supplémentaires, donc ça peut prendre énormément de temps. Andrea Iannone en moto, ça a pris 2 mois avant d'avoir les résultats de l'échantillon A. Donc faut bien comprendre que ce n'est pas un contrôle antidopage, c'est une perquisition. Alors pourquoi la perquisition avait été faite? Est-ce que c'est une autre équipe qui aurait vu des choses un petit peu particulières? Des suiveurs du Tour de France? Est-ce que c'est déjà des éléments que la douane avait signalés lors du retour en Europe des frères Quintana, ou lors du passage à la douane du médecin ou du kiné, ou des proches du médecin ou du kiné, ou des proches de Quintana qui ne sont pas pour l'instant interrogés dans cette affaire? Pour le moment, on ne sait absolument pas. Selon le Parisien, 100 ml de sérum physiologique, donc ce qui est une très faible dose en sérum physiologique, et du matériel d'injection aurait été retrouvé, qui pourrait correspondre à une méthode potentielle de dopage pour faire baisser le taux d'hématocrite dans le sang, pour éviter qu'il soit au-delà du niveau indiqué sur le passeport sanguin, sur le passeport biologique des coureurs. Je vous rappelle que tous les cyclistes ont un passeport biologique. Si votre valeur de niveau du passeport biologique dépasse la valeur maximum indiquée, eh bien, c'est comme si c'était un contrôle antidopage positif. Voilà, c'est important de le signaler. On a mis en place ces passeports biologiques parce que parfois vous aviez des coureurs qui naturellement ont énormément d'hématocrite dans le sang ou énormément de testostérone. Ça peut arriver naturellement et ils dépassaient ces taux-là sans forcément avoir pris des produits dopants. Donc avant que vous aviez un taux, on va dire nominal, qui corresponde à tout le monde, on a fait le passeport biologique parce que certains coureurs prenaient des produits dopants mais arrivaient à être en dessous de ces limites-là, et d'autres étaient au-dessus de ces limites sans prendre de produits dopants. Donc voilà, c'est important de signaler pourquoi on a mis en place ce passeport biologique. Pour le moment, c'est tout ce qu'on sait de l'affaire. Donc, premièrement, c'est pas du dopage organisé. De toute manière, du côté du cyclisme, Arkea Samsic n'est pas impliqué dans cette affaire. Le dopage organisé, ça n'existe quasiment plus. Je dis quasiment, mais en fait, je pourrais presque dire plus du tout. Les derniers cas de dopage organisé dans des équipes World Tour, c'est Saunier Duval et Gerold Steiner. Ça remonte en 2008. Saunier Duval avec la clique des Pietropoli, Ricardo Rico et autres. Et Kobo Acebo était aussi un petit peu dans le coup. Gerold Steiner, Stefan Schumacher, avec un coureur qui avait porté le maillot blanc à pois rouge, c'était Bernard Cole, voilà, qui avait eu le maillot à pois, où là c'était du dopage organisé. Un des médecins de la Gerold Steiner qu'on retrouve également dans l'affaire Aderlas. Pour ceux qui n'avaient pas suivi l'année dernière l'affaire Aderlas, cette affaire de dopage transfrontalier entre les sports également, avec des skieurs de fond, des cyclistes. C'était un cycliste. Il y avait des cyclistes autrichiens, il y avait des cyclistes slovaques, je crois, ou slovènes. Je ne sais plus, j'ai un doute là-dessus. Mais il y avait des cyclistes autrichiens, il y avait des skieurs de fond également allemands. Voilà, c'était une affaire qui regroupait beaucoup de sports d'endurance en fait, où un médecin gérait la distribution du dopage, et c'était pas une équipe ou un kiné d'une équipe sportive, non, c'était un médecin généraliste tout simplement qui faisait ce genre de choses. Donc là, c'est pas du dopage organisé. Déjà aujourd'hui, le dopage organisé, ça n'existe plus pour une raison extrêmement simple, c'est très facilement détectable. Parce que quand vous faites du dopage organisé, une équipe cycliste, c'est 28 coureurs. Imaginons que ça soit que les coureurs du Tour de France, ils sont 8. 8 pour avoir assez de doses pour tenir 3 semaines et les entraînements, c'est qu'il faut acheter des quantités considérables. Donc premièrement, ça coûte très très cher. Deuxièmement, à la douane, ça ne passe pas du tout inaperçu. Je vous rappelle par exemple l'affaire Festina, en 98. La femme du médecin de l'équipe, qui était Velivert, passe la frontière Belgique-France avec des centaines de kilos de médicaments. C'est comme ça qu'elle se fait repérer par les douanes. Parce que si non, l'affaire Festina n'arrive jamais. Si ils font des petits lots, sauf qu'elle a été arrivée avec une remorque complète quasiment de médicaments,
de PO par exemple, et donc les mecs à la douane ils s'étaient dit ouais, c'est quand même bizarre, et c'est comme ça que l'affaire Festina avait été lancée. Donc le dopage organisé ça n'existe quasiment plus. Donc ce n'est pas du dopage organisé, il semblerait que ça soit les frères Quintana, et là de mon avis c'est vrai qu'on se rapproche un petit peu des cas classiques de coureurs dopés de ces dernières années. On a 3 cas de coureurs dopés. Le premier, c'est le mec qui veut gagner les grands tours, qui veut totalement améliorer ses performances pour gagner des grandes courses, qui est déjà bon, mais qui pense que pour gagner les grands tours, il est obligé de se doper. Vous avez le deuxième cas, c'est un coureur qui revient de blessure, qui veut revenir très rapidement après sa blessure pour éviter d'être dans la situation, par exemple, de Christopher Froome. Donc il va revenir très vite pour éviter d'avoir des doutes ou qui veut éviter d'avoir mal parce qu'il a encore des douleurs suite à sa blessure, parce qu'il est revenu trop vite ou parce qu'il y a eu une perte physique également. Donc ça peut être le deuxième cas. Le troisième cas, c'est un coureur moyen, voire un équipier vraiment pas top d'un point de vue cyclisme professionnel et qui décide de se doper pour juste pouvoir rester dans l'équipe et pouvoir continuer à être payé parce que c'est son salaire. Voilà. Et que s'il n'utilise pas les produits dopants, il considère qu'il sera sorti de l'équipe et donc il ne pourra pas retrouver une autre équipe, surtout dans un contexte comme cette année avec la Covid-19 où les équipiers un petit peu moyens sont pas sûrs d'être renouvelés. Et donc, il se dope pour continuer à être payé, pour continuer à être un minimum performant et rester dans l'équipe. Voilà, vous avez ces 3 cas de dopage-là. Ces 3 profils-là, en général. Quintana, il est tombé pendant la période de confinement et il a eu du mal à s'en remettre. Donc c'est peut-être... il a ce profil du coureur blessé qui va revenir vite. D'ailleurs, Quintana, on ne l'a jamais vu exceptionnellement bon. Son contrat, en plus, il semblerait, si je regarde Pro Cycling Stats, qu'il a un contrat, certes, sur 3 ans, mais voilà, il y a une envie de rester bien placé dans l'équipe, de pouvoir faire les grands tours, accompagner son frère. Et donc, il veut continuer à être un minimum performant. Si on regarde les CV de ces 2 coureurs, par contre, on n'est pas sur des cas de coureurs qui sont passés dans des équipes proches du dopage. J'ai pris le CV des 3 Colombiens de chez Arkea Samsic. Vous avez Winner Anacona, parce que là on n'en parle pas beaucoup. Winner Anacona, c'est presque le coureur qui aurait pu être le plus proche du dopage quand il est passé à la Lampre. Parce qu'il est passé à la Lampre, quand il est arrivé à la Lampre, c'était la Lampre à l'époque d'Alexandro Petacchi. Donc c'était pas la période forcément... c'était quand ça s'appelait Lampre ISD. Donc il y avait des coureurs qui revenaient de dopage. Donc il aurait pu, à ce moment-là, à la Lampre, on sait que c'était une équipe un peu sulfureuse. Donc possibilité de se doper. Nero Quintana, lui, il a fait la Movistar pendant très longtemps. La Movistar qui était anciennement Caisse d'Épargne, qui était anciennement Îles Baléares, Caisse d'Épargne, toutes les équipes avec Îles Baléares, Ibanesto.com, Ibanesto. De tête, j'ai pas souvenir qu'il y a eu énormément de cas de dopage dans cette équipe-là, et surtout, il n'y a pas eu de dopage organisé dans cette formation. J'ai pas souvenir qu'il y a eu de dopage, voilà, depuis des années. Et puis c'est les mêmes mecs qui dirigent depuis des années et des années. C'est des mecs qui ont commencé chez Ibanesto avec Miguel Indurain. Donc, pour moi, Nero Quintana n'a pas le profil du mec au niveau de son curriculum vitae qui est fait énormément de dopage. Malgré tout, il a fait commencer sa carrière dans l'équipe Café des Colombia où il y avait eu des cas de dopage. Et il est quand même, on reviendra dessus, mais quand même colombien. Celui qui a le profil le plus à risque, c'est d'ailleurs Quintana, parce que l'année dernière, il était chez Neri Sottoli, qui est une équipe qui, avant, a eu quand même des coureurs pas très nets dans cette équipe. Donc ça arriverait peut-être de d'ailleurs Quintana, mais encore une fois, on est sur de la supposition, rien de sûr. Mais Nero Quintana a quand même pas le profil, techniquement, quand on voit son curriculum vitae, d'un coureur dopé ou qui serait proche du monde du dopage. Là aussi, il y a aussi un truc qui me surprend dans cette enquête, c'est que ce n'est pas géré par l'Agence française antidopage,
ni par la douane. Comme je vous le disais, par exemple, l'affaire Festina, c'était la douane qui avait fait un contrôle à la frontière et qui s'était aperçu, qui avait lancé l'enquête. Souvent, ça passait par les douanes. Deuxième cas, c'est l'Agence française antidopage qui, avec des présomptions, des doutes, lançait des enquêtes et faisait des perquisitions. C'est arrivé plusieurs fois. Par exemple, en Italie, c'était Pantani sur le Giro. Quand il s'était fait arrêter sur le Giro, c'était avec l'agence italienne antidopage qui avait lancé ces perquisitions. Là, on est quand même très clairement sur un office, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, qui n'est pas spécialisé, je pense, dans ce type d'affaires. Donc, comment ils ont eu les idées? Mais c'est vrai que c'est une affaire de dopage qui n'a pas le prolongement habituel, qui n'a pas l'organisation habituelle. Normalement, on a l'Agence française antidopage qui diligente des enquêtes parce qu'elle a des doutes. Par exemple, l'affaire Clémence Calvin, c'est l'Agence française antidopage qui fait toute l'enquête et qui demande des perquisitions. Dans l'affaire Festina, c'était la douane. Après, j'ai plus d'autres souvenirs de d'autres enquêtes, mais souvent c'est l'Agence française antidopage après avoir fait un contrôle inopiné. C'est souvent avec des contrôles inopinés. Là, c'est vrai que cet office-là, je ne le connaissais très clairement pas et je ne savais pas qui gérait ce genre de problème. Et puis, mon dernier, je vais finir là-dessus. Je suis quand même, mon avis sur cette enquête, je suis quand même inquiet pour Arkea Samsic. Parce que c'est une équipe qui fait partie du MPCC, le mouvement pour un cyclisme plus propre, qui est un mouvement qui n'aime pas ce genre d'affaires, très clairement. Et puis c'est surtout au niveau des sponsors, on est dans une période économiquement difficile. C'est vrai que là, quand vous tapez Arkea Samsic, le premier truc qui tombe, c'est l'affaire Quintana. C'est en premier ce qui tombe. Vous tapez Arkea ou Arkea Samsic, j'ai pas tenté Samsic tout court, c'est là-dessus que ça tombe. Ça fait très mauvaise presse. Et j'ai peur que les sponsors se retirent. Donc j'ai peur pour le cyclisme masculin, pour cette équipe, mais aussi pour le cyclisme féminin, s'ils soutiennent une équipe féminine. Et ça serait con que les sponsors se retirent, alors que ce n'est pas du dopage organisé. Mais je suis quand même assez inquiet. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur l'affaire Arkea, je ne sais pas comment on l'appelait vraiment, hein, l'affaire Arkea Quintana. Affaire qui démarre, enquête préliminaire encore une fois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis à la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao, ciao.